J'invite maintenant à entrer dans le vif du sujet, effectivement. Et donc, on va démarrer cette table ronde sur le numérique public face aux enjeux du quotidien. Et j'invite effectivement les intervenants à nous rejoindre. Donc, par ordre alphabétique, donc Julien Budin est effectivement excusé du fait du Covid. Diana Filipova, si vous voulez bien nous rejoindre. Frédéric, vous êtes déjà avec nous, restez avec nous. J'invite également Louis Rached à nous rejoindre et Sébastien Soriano et Catherine Gall si elle est arrivée. Sinon, elle va nous rejoindre en cours de route. N'hésitez pas à vous installer. Voilà, il y aura un micro pour chacun, c'est important. Je vais peut-être me mettre moi au fond pour vous laisser le plus de place possible. Oui, c'est parfait. Merci beaucoup à vous d'être ici. Vraiment très heureuse de vous accueillir sur cette table ronde où on va pouvoir aborder effectivement à la fois la question du service public dans son acception plus traditionnelle, mais aussi la manière dont on peut l'adapter aux besoins des territoires le plus proche du territoire possible, et également se dire finalement, si on veut aller vers la vie quotidienne, est-ce qu'il ne faut pas aussi un petit peu sortir de la vision traditionnelle de l'administration publique et d'aller vers cet aménagement du territoire, vers ce qu'on peut appeler aussi la ville intelligente. Donc pour vous présenter de manière un tout petit peu plus détaillée, puis je vous redonnerai la parole à chacun pour bien présenter qui vous êtes. Donc Diana Filipova, vous êtes conseillère auprès de la maire Ville de Paris. Frédéric Ashby, je vous ai déjà présenté et effectivement vous aurez aujourd'hui le rôle de présenter le territoire et les différents aspects qui sont développés ici. Nous avons également Louis Rached, donc directeur de la ville numérique à la ville d'Issy-les-Moulineaux. Et puis Sébastien Soriano, vous êtes directeur général de l'Institut national de l'information géographique et forestière. Et on verra comment les données peuvent aussi nous aider dans la matière. Donc l'idée, c'est vraiment de se poser la question de savoir comment, au quotidien, le service public peut accompagner le mieux possible les habitants, les différents acteurs du territoire, et puis s'adapter à cette nouvelle injonction de pouvoir être souple, agile, le plus proche possible et améliorer la qualité de vie dans la mesure du possible. Alors, pour commencer ce point, peut-être qu'on peut se demander comment déjà le numérique contribue à faire évoluer les services publics pour répondre aux enjeux de disponibilité, donc il faut être disponible le plus possible dans les rythmes de vie différents, et aussi de personnaliser le service, qu'on ne soit pas sur quelque chose qui soit trop uniforme, trop déshumanisé, et on y reviendra sur cette notion de déshumanisation, puisque finalement le numérique était là pour donner plus, et de temps en temps il a peut-être remplacé trop l'humain, donc il va falloir comment on peut prendre ces deux aspects ensemble. Alors, pour démarrer sur ce point, peut-être, Louis Rached, du point de vue de la ville d'Issy-les-Moulineaux, comment vous avez peut-être déjà présenté plus en détail votre mission, qu'on vous connaisse davantage. Vous êtes donc directeur de la ville numérique. En quoi ça consiste ? Bonjour à tout le monde. La ville numérique est un terme très très général. En général, quand je présente mon poste, on me dit ça a l'air très intéressant, mais c'est quoi la ville numérique ? La ville numérique, si je dois résumer, c'est 3 volets. Donc le premier volet, c'est le volet basique, le volet des équipements. On travaille sur tout ce qui est numérique dans la ville, donc tout ce qui est ordinateur, vidéoprojecteur, etc. Nous avons mis des différents équipements numériques dans toute la ville. Le deuxième volet, c'est les logiciels métiers. Donc on va travailler avec nos métiers sur les différents logiciels qu'ils utilisent. Le troisième volet, ce sera le volet des projets innovants et les projets territoriaux. Et dans ces projets-là, il y a aussi donc notre administration. Pour quelques chiffres, pour vous donner quelques chiffres, ça fait 25 ans qu'on travaille dans le numérique. La population a augmenté de 35%. On a déployé aussi la 5G sur le territoire. Les écoles sont fibrées. Mais aujourd'hui, on parle de l'administration. Et du coup, on a modernisé nos administrations. On a essayé de les moderniser le plus possible
tout sans rajouter de gadgets. On voulait vraiment rester sur l'essentiel. Du coup, on a continué, on a gardé le présentiel. On a toujours des gens qui sont là. L'idée qu'on a fait sur le présentiel, c'est qu'on a essayé de faire un roulement au niveau du personnel pour qu'il ne soit pas trop sollicité par les personnes. Il y a toujours quelqu'un qui change. Je crois qu'on change de personnel chaque 2 heures. Ce qui fait que la personne en fait, qui est à l'accueil peut passer à d'autres tâches et sa journée est plus intéressante et plus animée. Ensuite, à part ça, on a aussi décidé de mettre un seul et unique accès pour tous les citoyens, qui est notre site principal, ici.com. Et à travers ce site-là, les citoyens peuvent réaliser leurs démarches, mais vraiment toutes leurs démarches. Toutes les démarches sont regroupées par l'état civil, qui va ensuite dispatcher ces démarches-là au niveau des services. Donc nous, par exemple, quand il y a des citoyens qui ont des questions sur la fibre, sur la ville numérique, c'est l'état civil ensuite qui va nous distribuer ces messages-là et nous, on va y répondre. Sachez aussi que dans notre administration, on a acquis le label Caliville. C'est un label de responsabilité et avec ce label-là, on est obligé de répondre assez vite aux citoyens. Et si on dépasse un certain niveau, un certain délai, on peut perdre le label. Et c'est aussi un autre élément qu'on a fait pour se rapprocher des citoyens, pour leur répondre le plus vite possible. Sinon, on est en train d'optimiser ce système. Il n'est pas parfait. On est en train de l'optimiser le plus possible. On essaie de se rapprocher des citoyens. On essaie de mettre en place des assistants interactifs pour les événements. C'est une exploration qu'on est en train de faire en ce moment. Alors peut-être avant d'aller sur cette partie effectivement événement, pour bien comprendre donc le dispositif, vous dites la première vertu du numérique, ça va être d'aider à ce que l'administration soit disponible en multicanal aussi et de rassembler l'information en un même point. Donc là, ce que vous dites, les personnes qui vivent à Issy-les-Moulineaux ou tous ceux qui ont besoin d'accéder à vos services, quel que soit le canal d'entrée, vont être réfléchis dans un même espace qui redispatche et qui veille à ce que les réponses soient faites rapidement pour garder justement ce label. C'est un peu ça la logique première dans laquelle vous fonctionnez. Oui, c'est exactement ça. Mais je tiens quand même à dire qu'il n'y a pas que le numérique. C'est pour ça que j'ai parlé aussi de l'emploi du temps des personnes en fait, qui travaillent à l'accueil. Et c'est pour dire que le numérique est en complémentarité avec le métier. Et le métier a dû aussi innover ou reconstruire en fait, son horaire pour rendre le métier plus intéressant, plus animé. C'est vrai que ces questions des agents d'accueil, leur métier a beaucoup changé dans ces dernières années, puisque au départ, ça pouvait être un métier assez simple. Aujourd'hui, il faut être effectivement polycompétent, savoir à la fois orienter sur les différents services, savoir identifier les personnes qui vont avoir besoin d'aide éventuellement sur la réalisation d'une démarche. Donc on a beaucoup de compétences à développer. Et là aussi, vous êtes dans un roulement de manière à ce que les gens puissent faire plusieurs choses et ne pas être bloqués sur cette notion d'accueil. D'accord. Et ça a été bien accepté en interne de pouvoir être mobilisés tous sur cet effort collectif ? Super bien pris. Les agents sont plutôt contents parce que ça... en fait, ils ne sont plus mobilisés au même endroit toute la journée. Ils peuvent se déplacer, ils passent du poste d'accueil au poste de téléphone pour répondre aux appels. Ensuite, il y a aussi un poste administratif où ils dispatchent en fait, les courriers aux différents services. Il y a aussi un autre service qui est un peu plus administratif avec la paperasse. Mais non, le retour est plutôt positif. Très bien. Merci de ces éléments de détail, parce que ça peut être inspiré d'autres pratiques. Et alors, donc, dans d'autres cas, il y a aussi des cas d'événementiel ou des cas où on a des perturbations sur le territoire. C'est ce que vous évoquiez, donc notamment des grands événements. Vous vous préparez à accueillir des grands événements sportifs aussi, donc vous anticipez un petit peu la chose. Et donc là, vous avez imaginé un dispositif un peu différent. Est-ce que vous pouvez nous en parler également ?
Disons que, en fait, là, on est tous en train de préparer les JO 2024. On est un peu tous concernés. Chacun met un peu sa petite touche là-dedans. Et on sait très bien que les JO 2024, ça veut dire beaucoup de touristes, beaucoup de monde, beaucoup de communication, mais aussi beaucoup de pertes ou de confusion. Parce que c'est quand même un grand événement. Et là, on est en train d'explorer un nouveau projet. Ce n'est pas encore acquis. L'idée, c'est de l'explorer sur certains événements dans la ville avant de le mettre en place. Ce projet, il s'agit en fait d'un assistant interactif qui va permettre aux citoyens de communiquer avec lui à travers un SMS ou à travers Facebook ou à travers WhatsApp. On envoie la question que l'on veut et l'assistant nous répond par rapport à la question que l'on pose. Ça peut aller d'une question super basique, où sont les toilettes, jusqu'à une question beaucoup plus détaillée, qu'est-ce qu'il y a comme événement autour de ma localisation, ou quels sont les différents événements qui concernent cette thématique. Très bien. Et du coup, là, l'idée, c'est qu'effectivement, on garde cette idée de multicanal aussi, ça. Donc, vous avez évidemment les accueils habituels, mais aussi le Facebook, le Twitter, etc., pour que les gens puissent poser la question sur le vecteur, finalement, qu'ils ont l'habitude d'utiliser. D'accord. Donc, on suivra. Vous expérimentez sur un premier événement à quel moment ? On va essayer de l'expérimenter pour les journées du patrimoine. D'accord. À Issy-les-Moulineaux. Et on va essayer aussi d'expérimenter en plusieurs langues. Très bien. Donc on suivra l'expérimentation avec intérêt pour repartager avec les autres les bonnes pratiques et puis aussi les difficultés s'il y en a, évidemment. Merci beaucoup de ce premier point. On reviendra vers vous plus tard sur d'autres aspects. Frédéric Hachmi, je reviens vers vous maintenant pour effectivement aussi explorer un petit peu la manière dont ces enjeux de proximité aux habitants sont abordés ici, au niveau évidemment de l'échelle de la ville, mais aussi de l'intercommunalité. Comment cette question se pose sur votre territoire ? Alors, c'était extrêmement intéressant de voir votre intervention pour voir un petit peu justement la façon dont était traité en multicanal, et vous parliez de l'accueil à la fois physique, mais également l'intérêt du numérique pour bénéficier, j'ai envie de dire, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, puisque c'est aussi ça. Nous sommes aussi dans une société qui est plus une société de l'immédiateté, où on recherche finalement et on met à disposition des services. Et la dématérialisation de nos services publics, c'est évidemment aussi cette recherche de je suis père ou je suis mère, je vais payer ma cantine à 23h le soir, je ne vais pas aller à un guichet parce que juste j'ai des horaires étendus et c'est compliqué de me rendre à la mairie pour payer la cantine ou l'accueil périscolaire de mes enfants. Voilà, tout simplement, c'est des enjeux du quotidien et une amélioration finalement du quotidien des citoyens de nos collectivités, en mettant à disposition finalement cette étendue d'horaires au-delà des horaires d'accueil qui restent fondamentaux pour créer ce lien aussi, au-delà du numérique qui reste un service supplémentaire, d'avoir ces lieux d'accueil. Et c'est extrêmement important pour la ville de Créteil comme pour le territoire, finalement, à la fois d'avoir cette centralisation et ce suivi au travers du numérique, mais également des espaces d'accueil numériques et des relais numériques un petit peu partout sur le territoire, dans la commune de Créteil y compris, de façon à créer des espaces d'accueil, des relais mairies qu'on a finalement fait évoluer, transformer, fait monter en compétence également nos agents de façon à ce qu'ils puissent être dans cette démarche d'accueil de services numériques et de formation aux citoyens. Avec finalement la mise en place de ces environnements au sein des relais mairies, ça nous permet finalement d'avoir des espaces où chaque citoyen
peut, dans son quartier, se rendre pour voilà, faire une formation de j'apprends à me servir d'un ordinateur parce que je n'ai pas cette connaissance-là. J'ai besoin, pareil, de faire mon dossier retraite. On voit qu'on a énormément de plus en plus de difficultés avec la dématérialisation des services de l'État qui sont faits et de l'ensemble des services publics qui sont faits à vitesse grand V ces dernières années. On a créé à nouveau un fossé entre un certain nombre de citoyens qui n'avaient pas finalement accès à ce numérique et cette connaissance-là, et des personnes, effectivement, plus jeunes qui ont l'habitude, encore que, l'habitude d'utiliser le numérique au travers de leur smartphone et de leur tablette au quotidien. Donc on a souhaité garder, nous, une implantation finalement aussi dans des quartiers de façon à garder cette proximité, créer ce lien et amener finalement nos citoyens à apprendre à utiliser le numérique dans leur quotidien, dans leur démarche, ce qui n'est pas simple, ce qui prend du temps, ce qui nécessite un accompagnement spécifique. Et je tiens à remercier notamment les associations qui travaillent avec nous, les centres sociaux, les services de la ville, les services du territoire, toutes les associations et tous nos partenaires qui nous aident à créer finalement ce réseau numérique au sein de la commune de Créteil, au sein du territoire, pour finalement créer un parcours usager autour du numérique. Et ça, c'est extrêmement important, ce qui nous permet finalement de fédérer un collectif, qui nous permet de partager aussi des retours d'expérience, des bonnes pratiques, et créer ce parcours au fil de l'eau qu'on est en train de travailler. On a également mis en place au sein de la commune, notamment au sein des services éducation, la mise en place d'ateliers autour du numérique pour les ateliers périscolaires, la mise en place également de tablettes numériques à disposition dans l'ensemble des écoles, et également la mise en place du fibrage des écoles de la ville. Et pour les seniors, et ça a été notamment le cas lors de la période Covid, puisque ça nous a permis d'accélérer finalement cette mise à disposition, à la fois de tablettes et de visioconférences pour les résidents des résidences de personnes âgées, pour qu'elles puissent échanger avec leur famille. Vous savez que le contexte sanitaire, voilà, a créé aussi une discontinuité du lien familial pour un certain nombre, et donc on a mis en place ça de façon très accélérée pour remettre du lien entre les familles des résidences des personnes âgées et leurs familles. On a, j'en parlais effectivement, mis en place ces accès services publics dématérialisés. On accueille même Emmaüs Connect qui nous aide beaucoup dans un de nos relais mairie. Et puis, c'est aussi... au travers de l'inclusion numérique, on a développé d'autres projets autour du numérique, comme une plateforme participative. Je sais que Paris est effectivement très en avance là-dessus, sur le dépôt et le soutien de projets budget participatif. Donc on l'a fait pour la première fois au travers d'une plateforme numérique cette année à Créteil, qui a remporté un vif succès. Voilà. Et puis au-delà de ça, on a bénéficié d'une expérimentation autour du pass numérique via la métropole du Grand Paris, permettre finalement à chacun d'accéder à des services je dirais, formation à la prise en main d'un ordinateur, d'une souris, et ainsi de suite. Et avec l'aide de conseillers numériques également mis en place au sein du territoire et au sein de la ville de Créteil, de créer un réseau d'animateurs et de formateurs autour des pratiques d'inclusion numérique. Et ça nous aide énormément pour déployer ça un petit peu partout dans notre commune et dans notre ville, d'avoir finalement cette formation aussi progressive, à la fois des agents, mais à la fois des structures associatives, de nos centres sociaux, de médiathèques, voilà, de pouvoir globalement tous monter en compétence et être capables d'accompagner au mieux le numérique au plus près de chacun de nos citoyens.
Merci. Donc on voit effectivement que dans votre action, il y a effectivement aussi ces services dématérialisés, mais accompagnés avec le même souci de proximité qu'on entendait tout à l'heure. Pour ceux qui ont écouté France Inter ce matin, vous n'aurez pas manqué l'intervention de la défenseuse des droits qui réinsiste sur le fait que le numérique c'est bien, mais à condition qu'on garde aussi l'humain. C'est en plus et pas à la place d'eux. Et ça, c'est peut-être un aspect que certains ont souhaité oublier à un moment donné en se disant finalement, on pourra rationaliser la part de RH, de ressources humaines au profit du numérique. Non, il faut les deux, effectivement, et multicanal, plusieurs possibilités d'accéder. Certaines personnes ont besoin d'accéder à 23 heures, mais on sait quand c'est complexe, il faut pouvoir avoir un interlocuteur compétent. Et ce que vous dites aussi, et c'est de dire finalement, en parallèle, on fait en sorte que ce numérique, qui n'est pas seulement obligatoire pour les démarches administratives, il est aussi obligatoire finalement au quotidien. Et c'est vrai que le Covid l'a beaucoup montré. On s'est retrouvé tout d'un coup à avoir deux catégories de population. Il y avait ceux qui avaient le numérique, puis les autres. Et c'était pas tout à fait la même en termes de quotidien. Dans un cas, on pouvait accéder quand même à un certain nombre de services. Dans l'autre cas, on était réellement coupé du monde. Et je pense que ça a été quand même un moment extrêmement fort pour révéler ce qu'on savait un petit peu, mais qu'on ne voulait pas forcément toujours bien regarder. Ouais. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui. Et effectivement, ça a été finalement un vecteur d'accélération pour nous, y compris, on a mis en place un accord de télétravail aussi au sein de la ville de Créteil. Enfin, ce sont des choses qui ont été un vecteur d'accélération, de changement aussi de politique informatique avec pas mal d'ordinateurs portables. Enfin, voilà, un certain nombre de services, la mise en place du Teams, voilà, des choses, des outils collaboratifs aussi pour les agents, pour travailler finalement à distance. Et c'est des choses sur lesquelles on n'était pas complètement prêt, et donc il a fallu se mobiliser assez rapidement. Et au-delà de ça, lié à ce contexte sanitaire, il y a aussi un angle un petit peu, je dirais, intéressant à travailler autour de l'inclusion numérique. On travaille notamment côté culture avec la mise en place d'un triporteur qui nous permet finalement d'apporter le numérique avec des petites mallettes où finalement on fait de la bidouille à moitié bricolage, à moitié numérique, avec de la découpeuse vinyle, brodeuse numérique, etc. et qui vient un petit peu partout lors d'événements. Justement, on a Anti-Rouille sur différentes places où on fait des animations pour la jeunesse tout l'été, voilà, pour encore une fois créer du lien. Enfin voilà, post-Covid, c'était important de remettre en place ce genre de choses. Et donc des animations comme ça avec ce triporteur qui crée aussi une autre approche du numérique pour certains qui n'oseraient pas forcément, parce que ce n'est pas toujours facile de rentrer dans un relais mairie en disant voilà, moi je ne sais pas voilà, me servir d'un ordinateur ou d'une tablette, y compris pour des jeunes aussi parfois, on néglige. Ils ont beaucoup le smartphone, ils écrivent, enfin voilà, un petit peu n'importe comment, mais par contre quand il s'agit de faire un CV, voilà, ça paraît bateau. Mais un CV, une lettre de motivation, servir de Word, d'Excel, on les utilise encore à notre époque dans un certain nombre d'entreprises. C'est pas toujours simple, et donc il y a aussi une démarche à réaliser auprès des jeunes qu'il ne faut pas laisser à l'écart, au risque de voir une autre fracture se mettre en place. Et je parlais du triporteur, c'est un élément essentiel qui permet d'attirer d'autres publics, de créer du lien un peu autrement, sous une forme un petit peu plus amusante, je dirais, et didactique, et une autre approche du numérique. Et on travaille notamment sur un projet pour la mise en place d'un tiers-lieu numérique pour amener aussi des publics différents qui vont pousser la porte finalement de ce tiers-lieu numérique de façon à découvrir autrement le numérique, et sans doute, on imagine assez bien créer du lien aussi intergénérationnel avec ce côté bidouille, bricolage et associé au numérique, et qui un autre enjeu, une autre façon d'aborder le numérique dans le quotidien de chacun. Oui, on est là sur ce qu'on aime bien nous appeler le numérique émancipateur, qui était un peu la promesse de pouvoir faire des choses nouvelles, de pouvoir avoir d'autres opportunités, puis aussi des opportunités professionnelles. On n'oublie pas que c'est aussi un secteur porteur en termes de travail demain, et qui est encore fermé à toute une partie de la population. Donc ces initiatives sont aussi des manières de rendre ces possibilités accessibles à tous. Autre point important aussi, c'est ce maillage du territoire qu'on entend dans vos témoignages, aller dans les
les quartiers, aller en mobilité, aller là où les gens sont et pas toujours attendre que les personnes viennent, parce qu'effectivement on se rend compte, et ça c'est la grosse difficulté à laquelle on est tous confrontés encore dans ces questions d'inclusion numérique, c'est que les plus éloignés restent difficiles à atteindre, et donc effectivement il faut aller changer aussi la manière dont on fait ce travail. On ne peut pas attendre que les gens viennent, il faut vraiment aller au-devant et avoir de multiples manières de les adresser. Merci pour tous ces éléments clés importants. On est aussi dans cette préoccupation, alors sur l'ensemble des territoires franciliens et de toute la France, puisque là on est aussi à distance avec des territoires au niveau national qui nous suivent. Je vais me tourner maintenant vers Diana Filipova. Vous êtes conseillère, je le disais tout à l'heure, auprès de la maire à la ville de Paris. Peut-être en 2 mots, déjà nous rappeler un petit peu votre rôle sur ces enjeux-là, et peut-être les grands axes un peu stratégiques pris par la mairie de Paris aussi sur le sujet, qui est active évidemment depuis longtemps. Bonjour, merci beaucoup. Je suis très heureuse d'être là et de vous parler un peu de ce qu'on fait à la ville de Paris. Donc moi, je suis conseillère de la maire sur les sujets du numérique de façon globale, transversale. C'est-à-dire que j'ai en face de moi, comme on dit, différents adjoints qui sont, eux, élus et qui travaillent sur les sujets du numérique, de l'innovation, de la transformation. Donc concrètement, cela inclut 3 grands volets. Le premier, c'est un engagement très ancien de la ville qui a bientôt 10 ans et qui a été porté d'abord par Jean-Louis Messica, qui est celui de l'écosystème d'innovation et de l'entrepreneuriat à Paris. Donc c'est vraiment du numérique externe. C'est probablement la partie la plus visible de ce qu'on fait à Paris avec les entrepreneurs, l'innovation, les accélérateurs, enfin tous les acteurs, également les universités bien sûr, les laboratoires de recherche, et qui est le plus ancien et le plus important aussi, je pense, vis-à-vis de la reconnaissance des citoyens de ce qu'on fait. Donc ça, c'est le premier volet. C'est aussi dans mon répertoire d'action. Le deuxième, c'est la transformation interne de la ville de Paris. Donc c'est vraiment l'organisation des services. Et ce n'est pas rien, puisque Paris, c'est 40 000 agents. C'est autant d'exigences en équipement informatique, outils de collaboration, outils de travail, protection bien sûr du système de la ville, donc cybersécurité. Et c'est vraiment un pôle à part entière qui est d'ailleurs piloté par la direction des systèmes d'information et du numérique, qui est une direction très importante et transversale qui a été encore renforcée avec cette nouvelle mandature, avec les exigences en matière de cybersécurité et, on l'a déjà évoqué plusieurs fois, l'arrivée et la préparation des JO, qui est en train d'être mise en place maintenant, et sur laquelle je reviendrai un peu plus en détail, qui inclut notamment tout un volet, concrètement, relations avec les citoyens, formulaire en ligne, accompagnement, etc. Et enfin, il y a un dernier volet qui a été initié en 2016-2017 et qui aujourd'hui connaît son acte 2. C'est celui de l'inclusion numérique, qui est incarné par ce qu'on appelle la SPIN, la stratégie parisienne de l'inclusion numérique, qui, lui, est porté par l'adjointe en charge de l'inclusion, qui est Léa Filoche. Donc voilà un peu la cartographie des différentes actions que nous menons. Je vais peut-être parler un tout petit peu du dernier volet dont mes collègues contreparties de Créteil et d'ici ont vraiment fourni des éléments très inspirants et très intéressants. Donc en fait, cette stratégie, elle a été mise en place en 2016-2017 en partant d'un constat simple. Aujourd'hui, il y a une partie de la population, ça dépend des mesures, entre 15 et 25%, qui sont complètement exclus, enfin complètement ou en partie exclus, de tous les services numériques qui sont aujourd'hui développés par la ville et qui ne peuvent pas, du coup, bénéficier de toutes les facilités et toutes les réformes qui ont en fait un volet numérique quasiment obligatoire et à part entière. Donc cette exclusion-là, évidemment, ce qu'on appelle, dans le langage courant,
l'électronisme, qui a fait d'ailleurs l'objet d'un rapport récent qui a vraiment pointé les dangers de l'électronisme. En fait, il rend en gros toutes les réformes qu'on fait un peu, comment dire, aphone en fait pour une partie des citoyens. C'est aussi une partie de la population qui, en quelque sorte, subit une double, voire une triple peine, puisque ce sont des personnes qui ont souvent une maîtrise du français qui n'est pas aussi bonne que celle que nécessite en fait l'exigence voilà, d'une facilité d'une aisance d'emploi numérique, qui n'ont pas d'équipement, qui ne sont pas équipés des terminaux, des ordinateurs, et qui ont aussi ce qu'on appelle de façon un peu perverse, mais bon voilà, la culture numérique qui permet en fait cette aisance d'aller directement sur le bon site internet, de trouver le bon formulaire et finalement de nager un peu comme un poisson dans l'eau dans tout cet environnement numérique qui est créé et maintenu par la ville. Donc ces personnes-là, il faut aller les chercher puisque c'est ceux qui ont le plus besoin de services publics. Et c'est ceux, justement, qui ont le plus d'obstacles à y avoir accès. Donc, c'était vraiment le constat de ce premier acte, qui s'est beaucoup, du coup, comment dire, voilà, focalisé sur le fait d'identifier ces publics, d'aller les chercher, d'accompagner, évidemment via le réseau associatif, puisque nous travaillons toujours avec les associations d'inclusion numérique dans la ville de Paris, de leur fournir aussi du budget pour l'investissement, notamment en équipement informatique, et qui a plutôt voilà, bien fonctionné pendant quelques années. Nous avons quand même constaté que ce n'était pas suffisant. Donc à partir de cette deuxième mandature d'Anne Hidalgo, à partir de 2020-2021, la décision a été prise d'ouvrir un acte 2 de la stratégie d'inclusion numérique, en l'élargissant, en lui donnant plus de moyens et en travaillant avec des acteurs qui sont encore mieux spécialisés dans ce domaine. Donc, bien sûr, il y a eu voilà, la signature d'une convention, tout ce qui intègre le lancement d'une stratégie d'inclusion. Parmi ces nouvelles étapes, je voudrais parler d'une qui me semble assez importante, c'est que la ville est devenue sociétaire de l'AMEDNUM. Donc, c'est la coopérative des acteurs de l'inclusion numérique qui travaille avec les organisations publiques et privées pour mettre en place une stratégie d'inclusion numérique. Donc ça a été signé depuis novembre 2021 et nous espérons et nous constatons déjà que cette collaboration porte ses fruits. Donc aujourd'hui, la stratégie d'inclusion numérique, elle va devenir beaucoup plus large. Donc l'idée, c'est de ne laisser vraiment aucune variable, aucun facteur au hasard et de frapper partout où il le faut. Je pense évidemment à l'axe qui est très important, celui d'accompagnement physique au sein des mairies, au sein des services publics, mais cela passe également par une éducation renforcée des publics, que ce soit dans les écoles, enfin dans tous les lieux en fait où la ville de Paris, de façon directe ou indirecte, a des interactions avec ces publics-là. Donc voilà, ça c'est cette deuxième acte qui est aujourd'hui mis en place, qui également bénéficie d'un plan de l'État sur les médiateurs numériques, qui est un plan de 2 ans qui prévoit la mise en place de médiateurs numériques qui sont des personnes physiques au sein notamment des mairies d'arrondissement et qui vont accompagner en fait sur place les publics qui en ont le plus besoin. Donc on verra bien si à l'issue de ces 2 ans, ce dispositif pourra peut-être être prolongé par l'État, ce n'est pas exclu, mais s'il ne l'est pas, peut-être que nous aurons aussi une volonté de s'en inspirer, de le prolonger de façon interne. Juste pour préciser, oui. Donc là on parle des conseillers numériques qui sont un dispositif national qui est financé effectivement par l'État sur des postes qui sont en place pendant 2 ans et donc dont on espère effectivement qu'il y aura, on se pose d'ores et déjà la question de la pérennisation, vous venez de le dire, mais donc c'est bien ce dispositif conseiller numérique qui est une aide nationale au même titre que le pass numérique dont on parlait tout à l'heure, qui est aussi un dispositif national qui se décline évidemment au niveau des territoires. C'est juste pour rappel du contexte pour ceux qui ne sont pas encore très habitués à ces contextes-là. Je vous laisse poursuivre, pardon. Je voulais juste revenir sur un point qui a été souligné depuis le début. Le numérique n'est pas une fin en soi.
c'est un moyen, c'est quelque chose qui permet de faciliter l'accès aux services publics. Donc, s'il devient un obstacle, c'est qu'il y a un problème dans le déploiement de notre stratégie de services publics. C'est pourquoi il y a toujours une volonté de prévoir un accompagnement physique. Donc l'idée, c'est qu'il y ait des personnes qui vont parler avec des personnes et vont créer un lien. Et c'est ce lien qui va permettre un apprentissage, une meilleure acculturation aux questions numériques de la part des citoyens et surtout qui va en fait vraiment nous permettre d'aller chercher des publics qui sont aujourd'hui particulièrement exclus. Donc pour nous, cette présence, et moi à titre personnel je le porte énormément, enfin bon, je crois qu'on est tous d'accord pour le coup à la mairie de Paris pour cela, il faut qu'il continue à avoir des agents. Donc non, le numérique n'est pas une façon d'automatiser, de remplacer, etc. Je crois qu'on est complètement aujourd'hui, en tout cas au niveau des villes qui travaillons pratiquement sur ces questions-là, sortis de cette doxa, de ce technosolutionnisme qui peut être encore présent parfois à l'échelle de l'État, mais je crois qu'au niveau des villes, de toute façon, nous le savons, nous le constatons, c'est que le numérique seul, il n'inclut pas automatiquement. Au contraire, il renforce certaines exclusions qui sont préexistantes et que l'on appelle sous ce nom un peu large d'électronisme. Donc ça, c'est vraiment sur le volet inclusion numérique. Si vous avez des questions, après on pourra en reparler. Et puis il y a ce deuxième volet que j'ai mentionné, qui est celui de la transformation de l'organisation de la ville. Puisque Paris, c'est aussi un certain nombre de services publics à l'endroit de différents publics et qui sont tout aussi en fait importants dans la vie quotidienne des Parisiens que ceux fournis par l'État. Je pense évidemment à la facturation de la cantine, la caisse des écoles, à tout ce qui concerne les enfants et la petite enfance, donc centres de loisirs, inscription à des activités, etc. Évidemment, tous les services publics comme les bibliothèques, les piscines, et puis bien sûr les multiples démarches qui sont liées, ce que l'on appelle nous, au territoire et à la démocratie locale, qui sont le renouvellement des papiers de séjour, des papiers d'identité, de séjour, etc., dont les demandes se font auprès des mairies. Et donc ça, c'est évidemment intimement lié à l'inclusion numérique, mais c'est ce qu'on appelle la transformation interne de l'organisation de la ville. Et c'est un immense chantier, puisque, pour ne rien vous cacher, nous avons eu quelques loupés et pris un peu de retard sur certains de ces chantiers. Je pense que certains d'entre vous, peut-être, ont déjà eu affaire à Facile Famille ou à la Caisse des écoles, et vous savez tous que ce n'est pas toujours aussi fluide que ce que l'on voulait faire. Donc, bien sûr, à quoi est liée, en fait, cette problématique de la transformation interne de la ville ? Il y a plusieurs facteurs. Le fait, c'est qu'en matière d'organisation, de transformation numérique, en général, quand on ouvre une porte et qu'on commence à faire des choses, on se rend compte qu'il y a 15 portes derrière. Et en fait, je prends l'exemple, par exemple, de Facile Famille. Quand on s'est dit, on va créer un service unifié de Facile Famille qui va faciliter la vie, on s'est rendu compte qu'il y avait tout un enjeu de back-office, de partage des données, de référentiel, d'interface. Par exemple, c'est quoi l'interface pour les citoyens, quelle est l'interface pour les agents ? Et toutes ces questions-là, en fait, évidemment, elles coûtent énormément d'argent, elles demandent une transformation en général structurelle, fondamentale de ce fonctionnement-là. Et bon, on ouvre cette porte-là, on en voit 10, on se dit, on va peut-être en prendre 2, mais les 8 autres, on verra plus tard. Et c'est ce qui s'est passé, et c'est tout à fait normal. Tous ceux qui ont travaillé dans la transformation numérique des organisations, avec des moyens limités et un objectif de continuité de service public, le savent très bien. On ne peut pas tout faire en même temps. Donc, avec cette deuxième mandature, un des sujets sur lesquels moi j'avais travaillé, notamment pendant la campagne, parce que j'étais en charge de tout le volet innovation et numérique de la campagne, c'était vraiment de prendre à bras-le-corps la transformation numérique de la ville comme un tout, et de rouvrir tous ces chantiers qui ont été fermés, et je précise bien qui ont été parfois fermés un peu trop tôt, à raison, puisque ça aurait tout simplement mis en danger la continuité du service public et de ces services-là. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de mener ce qu'on appelle un plan de transformation numérique. Donc les mots sont importants, puisque nous assumons pleinement que c'est une transformation de la manière dont la ville fonctionne, que c'est un plan, c'est-à-dire que c'est une planification globale qui ne veut oublier aucune des portes.
Donc les premières, les deuxièmes, les troisièmes, etc. Et bien sûr, cela concerne absolument tous les services publics qui ont, un lien avec la citoyenneté et les services de la ville. Un des chantiers, bien sûr, c'est la transformation de Facile Famille, comme vous vous en doutez, et également des caisses des écoles, mais aussi ce qu'on appelle Mon Paris, c'est-à-dire vraiment ce point d'entrée unique que l'on voudrait créer pour tous les citoyens et qui, en fait, permettent de vous rediriger, mais de façon extrêmement fluide, vers l'ensemble des services qui sont liés partiellement ou totalement à la mairie de Paris. Donc, Mon Paris, ce point d'entrée unique, il suppose justement une refonte des référentiels, une unification des interfaces, donc tout un travail sur le back-office, et il est en train d'être mené en ce moment avec un premier rendu qui est prévu en 2023 et évidemment un achèvement, si tout va bien, au moins 1 an et demi avant la fin de cette mandature. Voilà. Merci beaucoup pour cette transparence aussi sur les coulisses de ces transformations dont on voit évidemment que ce n'est pas si simple. Donc je pense que là on a fait un bon tour sur tout ce qui est effectivement, la collectivité balaye beaucoup de services au quotidien, on l'a dit, les cantines, l'école, les bibliothèques, les différents accès aux droits, ça c'est très important qu'on puisse avoir de l'aide quand on en a besoin. On voit ce périmètre-là, mais le quotidien c'est aussi le territoire, c'est aussi du service à l'extérieur, c'est aussi accéder, je ne sais pas, à un boulanger, accéder à des services culturels, on a parlé culture, etc. Et peut-être le point commun, et vous l'avez dit aussi en interne, ce dont on va avoir besoin, c'est de partager les informations, de partager, de faire en sorte que ça circule et que tout le monde ait la bonne information au bon endroit. Et c'est ça finalement, ce qu'on a derrière le numérique souvent. Et cet enjeu de la donnée, souvent, il paraît un peu lointain, très abstrait. En fait, c'est le cœur de la machine quand même. Et dès qu'on veut ouvrir à d'autres services, il faut aussi qu'on ait de l'information sur finalement c'est quoi la réalité du territoire, c'est quoi le diagnostic, d'où on part. Et je pense que c'est intéressant de pouvoir du coup prendre un temps de focus sur ces enjeux de la donnée au service de cette compréhension du territoire et aussi de la remontée d'informations. Et là, je me tourne assez naturellement vers Sébastien Soriano. Vous êtes donc directeur général de l'Institut national de l'information géographique, l'IGN, que tout le monde connaît, je pense, parce que c'est un acteur historique. L'idée, c'est que vous puissiez peut-être nous présenter votre rôle et puis la posture de l'IGN aujourd'hui, qui a évolué ces dernières années, pour qu'on ait bien le contexte, puis on reviendra sur ces enjeux de comment la donnée peut être mise au service des territoires. Merci, je suis ravi d'être là. Bonjour à tous. Donc effectivement, l'IGN est un institut national. Et vous allez voir que c'est toute cette question du national et du territorial sur lequel je vais développer après. Donc l'IGN, c'est un institut qui a plus de 80 ans et qui a connu un certain nombre de révolutions récentes avec le numérique. Il y a un de nos camarades de jeu bien connu qui s'appelle Google maintenant, qui a mis dans les poches de tout le monde plusieurs atlas numériques. Donc ça, c'est pas nous qui l'avons fait, c'est eux. Puis il y a un deuxième camarade de jeu qui est intervenu il y a à peu près une dizaine d'années, qui est la communauté OpenStreetMap, qui est une communauté mondiale de bénévoles qui, par amusement, par jeu, parfois par des communautés qui se créent, va faire de la carte participative. C'est le Wikipédia de la carte. Et donc pour vous donner un ordre de grandeur, l'IGN en France, c'est 1400 agents, ce qui est beaucoup. Mais OpenStreetMap, c'est 40 000 contributeurs bénévoles. Voilà. Et puis le troisième camarade de jeu qui est intervenu, ce sont les territoires en fait. Progressivement, les collectivités territoriales se sont dotées de capacités de connaissance de leur territoire, et c'est très bien, de manière très approfondie, avec des acquisitions, tourner des voitures, des avions pour avoir toutes ces données, des recueils de données, rassembler les données et puis ensuite les mettre sur des cartes, sur des systèmes d'information géographique. Et donc c'est vrai que l'IGN a dû faire un travail pour se dire ok, finalement, super, si tout le monde fait le boulot, je vais rentrer chez moi. Donc on s'est un peu posé la question, il faut le reconnaître, de dire ok, comment on redéfinit un peu notre raison d'être dans cette grande démocratisation de la donnée, qui est une très très bonne nouvelle, mais qui nous amenait à nous reposer un peu des questions. Donc on a fait un travail qui est finalement de se dire, aujourd'hui le cartographe,
il reste très utile, un cartographe national reste très pertinent pour résoudre des problèmes d'intérêt général. Et donc, notamment, aujourd'hui, notre modèle, c'est l'appui aux politiques publiques. Donc, je vais vous donner un exemple de grand programme que nous conduisons. Donc, nous avons publié un premier département avec un dispositif automatique de détection de l'occupation des sols. Donc, dans les territoires, il y a ce type de dispositif d'occupation des sols qui existe. Donc, jusqu'à présent, ces dispositifs d'occupation des sols, vous partez de vues aériennes. Et puis vous avez plein de ce qu'on appelle des photo-interprètes, c'est des techniciens qui sont souvent à Madagascar ou dans des pays à bas coût et qui vont regarder automatiquement et dire bon, bah, ça c'est un bâtiment, ça c'est une pelouse, ça c'est ceci, ça c'est cela, etc. Bon, et donc on a développé une IA, une intelligence artificielle, qui maintenant fait ça automatiquement, qui fait cette détection automatique et qui ensuite croise avec un certain nombre de fichiers, les fichiers fonciers, ou un certain nombre d'autres, le registre parcellaire graphique par exemple sur l'agriculture, d'autres fichiers qui existent et qui génèrent du coup automatiquement une occupation des sols. Bon. Alors, on vient de publier un premier département sur le Gers, donc c'est accessible depuis lundi en ligne. On a mis en place un site internet sur nos géoservices. Je vous invite à y jeter un coup d'œil pour regarder un peu la chose. Donc voilà le type de grands problèmes de notre époque que la cartographie publique essaye de résoudre aujourd'hui. Donc voilà, c'est ça notre nouveau positionnement. Alors, une fois qu'on a dit ça, une des questions qui apparaît aussitôt, c'est comment on interagit avec le reste du monde, c'est-à-dire, et notamment avec les territoires. Puisqu'on a un écosystème qui est très riche, on a par exemple sur l'occupation des sols, Google, toujours lui, a annoncé en juin dernier un dispositif de suivi mondial de l'occupation des sols. Alors évidemment, qui n'a pas du tout la même résolution que ce que nous avons publié à l'IGN, c'est beaucoup plus grossier, mais on voit que là, il y a forcément une question qui se pose, quelles sont les définitions, les nomenclatures, qu'est-ce qu'on regarde, est-ce qu'on fait la même chose ou pas la même chose, quoi. Et dans les territoires, je le disais, il y a beaucoup de référentiels qui existent, notamment en région Île-de-France avec l'agence... comment elle s'appelle, l'agence d'urbanisme, j'ai oublié, la Pure, merci, qui a un dispositif depuis longtemps en ce sens. Et donc ce qui nous est apparu, c'est que la bonne manière de faire, c'est d'agir dans une logique de commun. Donc on a appelé ça les géocommuns. Les géocommuns, c'est quoi l'idée? En fait, c'est pendant longtemps, nos données étaient partiellement ouvertes. Et puis on les a toutes mises en open data depuis le 1er janvier 2021. Donc ça fait 18 mois maintenant. En fait, on s'est rendu compte que cette ouverture des données, elle libérait des capacités de coopération. C'est-à-dire que quand vous avez une donnée payante, vous avez des clients. D'ailleurs, les collectivités territoriales ont été beaucoup les clients de l'IGN. Mais quand vous avez de la donnée gratuite en open data, vos usagers sont potentiellement les coproducteurs de la donnée. Donc un exemple, les SDIS, les services départementaux des pompiers, pour programmer leurs interventions, ils ont besoin d'informations cartographiques. Et quand ils sont sur le terrain, ils voient des noms de rues qui ne sont pas les bons, ils voient des sources d'eau qui ne sont pas forcément renseignées dans nos cartes. Et donc, à nous de créer les boucles de rétroaction pour qu'en fait, non seulement ils utilisent nos données, mais ils l'enrichissent. Voilà. Donc c'est ça la logique des géocommuns. Un autre exemple des géocommuns, c'est l'adresse. On voit bien que ce sont... Alors maintenant, c'est la loi qui dit que c'est bien aux communes de renseigner leurs adresses, mais la municipalité, quand elle met une adresse dans une base de données, ce qu'elle veut, c'est que le lendemain, l'utilisateur, enfin les gens qui habitent à cette adresse puissent commander une pizza sur Uber Eats, enfin, ou d'autres choses plus intéressantes. Mais ce qu'on veut, c'est que l'ensemble de l'écosystème d'information utilise cette donnée. Or, une municipalité qui remplit sa base de données, avant que Google aille chercher cette base de données, il peut s'en passer. Voilà. En revanche, nous, IGN, d'agréger une base de données nationale et de faire en sorte, avec toutes les données des territoires, et de faire en sorte que cette base de données, elle ait des enjeux de qualité de service qui répondent aux impératifs de Google, ça c'est possible. Voilà. Donc c'est le type d'alliance que nous voulons construire. Donc on a mis en place un dispositif qui s'appelle la fabrique des géocommuns, qui vise justement à créer des communautés pour craquer des problèmes ensemble. Donc il y a ce commun de l'adresse qui existe, et on a identifié 3 communs sur lesquels nous avons identifié en interne IGN. On a fait un appel à intrapreneurs pour être vraiment dans une logique d'innovation un peu particulière. On a identifié 3 thèmes sur lesquels on va lancer ce qu'on appelle maintenant un appel à commun, c'est-à-dire qu'on va demander à toute la communauté des acteurs, publics, privés, de participer à craquer ce problème ensemble. Donc, un de ces communs,
c'est de faire un Street View libre, c'est-à-dire d'avoir des vues immersives. Donc le Street View, c'est le petit bonhomme jaune de Google, toujours lui, qui vous permet de vous déplacer sur le terrain et tout d'un coup d'avoir la vue immersive. Et en fait, le problème de Google, c'est que c'est une donnée fermée, enfin c'est une donnée privée, vous pouvez la consulter, mais vous ne pouvez pas l'exploiter. Or, les territoires ont tout un tas de besoins d'exploitation de ces données, par exemple, je sais pas, pour reconnaître des panneaux de signalisation, pour recenser du mobilier urbain, enfin tout un tas de choses. On a aussi des acteurs nationaux. France Télévisions, par exemple, nous dit « J'aimerais détecter des deepfakes d'images ou de vidéos avec des fonds qui sont faux. Et donc pour ça, j'aurais besoin d'une base de données qui me permet de faire de comparer avec la réalité. » Donc il y a tout un tas d'usages publics, d'intérêt général, ou pas d'ailleurs, mais enfin, qui ne sont pas possibles aujourd'hui. Et donc voilà, l'idée de cet appel à commun que nous allons lancer, c'est de mobiliser toutes les bonnes volontés pour renseigner une base de données de vue immersive, partagée et ouverte. Donc voilà un peu la logique de transformation dans laquelle on s'inscrit. Merci beaucoup. Alors on voit là effectivement deux choses qui me paraissent importantes aussi sur cette réflexion. Ce numérique public, on l'avait cité par rapport aux acteurs autres, il fait sens parce que effectivement on est là dans une volonté de pouvoir s'assurer qu'on est sur la bonne information qui peut être vitale à certains moments. Quand vous parlez des pompiers qui interviennent à un temps T à un endroit, si l'information adresse n'est pas la bonne, on n'est pas au bon endroit et du coup on ne sauve pas la vie en question. On ne vient pas éteindre le feu, on ne vient pas, etc. Donc on oublie aussi ce niveau de criticité qui est important. C'est un peu moins grave quand on se promène dans une ville et qu'on voit que c'est pas tout à fait l'endroit où on devrait être, mais quand on est sur des services critiques, évidemment, c'est une autre chose. L'autre point que vous pointez également, c'est la force de ce collectif au niveau aussi national, la participation des différents acteurs, et cet appel à commun me paraît effectivement tout à fait intéressant parce qu'on voit la manière dont les différentes parties prenantes peuvent y trouver leur compte, y compris la société civile, y compris peut-être des associations de citoyens. Est-ce que c'est des ouvertures, par exemple, qui sont aussi envisagées dans ces collectifs-là, de pouvoir s'ouvrir à cette société civile, à ces collectifs citoyens éventuellement? Est-ce que ça fait partie des réflexions que vous avez aussi sur ces appels? Oui, j'en profite pour faire une petite incartade personnelle. Pour partager un constat que je fais depuis 18 mois que je suis maintenant à la tête de l'IGN, qui rejoint des constats que j'avais faits dans mes postes précédents. J'avais été auparavant régulateur des télécoms, j'avais été président de l'ARCEP, et auparavant j'avais été directeur de cabinet à Bercy. Et moi, il y a une chose qui me frappe dans notre pays, c'est que, je vais essayer d'utiliser un mot poli, il y a beaucoup de foisonnement. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'initiatives, il y a beaucoup d'organisations. Vous prenez n'importe quel sujet, vous ouvrez le capot, il y a 50 personnes qui s'en occupent, il y a des gouvernances avec 12 cofinanceurs. Hein, j'ai l'impression que ça vous parle, ce que je raconte. Bon. Et donc moi, je pense qu'il y a une urgence, je vais utiliser un terme un peu compliqué, mais à trouver des ingénieries de désilotage. Je m'excuse de ce terme. C'est-à-dire qu'on ait des manières de travailler dans lesquelles on se dit « Ok ». On s'arrête 2 secondes, on se dit « Ok, en fait, on est tous en train de résoudre plus ou moins le même problème. Comment est-ce qu'on le résout ensemble ?» Voilà. Bon. Moi, il se trouve que j'ai travaillé sur ces ingénieries, j'ai appelé ça « État en réseau » pour définir cette nouvelle posture de l'État dans laquelle on doit arrêter d'être un État surplombant qui essaye de tout régenter, tout décider, mais juste en fait d'utiliser le vrai super pouvoir de l'État qui est de rassembler tout le monde. En fait. Je suis désolé, ça paraît évident ce que je raconte. Et donc, de trouver des ingénieries de rassemblement, au fond. Voilà. Donc, dans le domaine des données, ça peut être des plateformes. Donc, nous, on a un projet de géoplateforme dans lequel on vise à faciliter le fait que tout un tas d'acteurs publics puissent se saisir de la donnée géographique. J'ai parlé de la fabrique des géocommuns. On a d'autres dispositifs thématiques. Par exemple, on met en place un observatoire de la forêt qui va permettre... La forêt, c'est emblématique. Je veux dire, il y a 50 regards différents sur la forêt, parce qu'elle est multi-usage. Donc il y a la biodiversité, il y a les gens qui exploitent la forêt, il y a les chasseurs, il y a les promeneurs, tout le monde est sur la forêt. Et il y a un moment où est-ce qu'on a un poste de pilotage qui dit « Ok, comment on construit l'avenir de la forêt qui est quand même en crise ?» Enfin voilà, bon, excusez-moi, je ferme la parenthèse. Donc,
tout ça pour dire que voilà, moi je crois profondément au fait qu'il faut changer les postures et qu'il faut qu'on arrive à dépasser les conflits entre public et privé, entre effectivement acteurs institutionnels et société civile, entre territoire et État, et qu'on arrive à créer ces ingénieries dans lesquelles on se met ensemble. Donc effectivement, dans ces appels à commun, nous avons bien l'idée de faire rentrer, le cas échéant, de la société civile. Et donc nous savons que sur, par exemple, le Street View, le libre que nous voulons mettre en place, la communauté OpenStreetMap dont j'ai parlé va y contribuer. Alors ce qui pose des défis, vous avez soulevé la question de la fiabilité de la donnée. Parce que en s'alliant avec OpenStreetMap, ça veut dire qu'on accepte que la donnée n'est plus contrôlée. Ça veut dire que c'est quelqu'un le week-end pour s'amuser qui met une GoPro sur son vélo ou sur sa voiture, mais enfin c'est moins écolo, et qui va se balader pour faire de la capture de vidéo et qui va ensuite télécharger tout ça dans la banque de données de l'IGN. Et on sait que quand la donnée est contributive, elle n'est pas contrôlée. Il y a eu comme ça plusieurs exemples, je ne sais plus, c'est un simulateur de vol dans lequel est apparu comme ça un building de 100 km de hauteur parce que quelqu'un avait fait une erreur de saisie qui mettait complètement à plat le système. Donc ça, c'est un des défis. Il faut choisir en fait entre ouverture et fiabilité. Et donc, ce que nous envisageons, c'est d'être transparent en fait sur le niveau de contrôle et de prévoir que, en gros, une sorte de label dans lequel on dirait il y a un niveau de fiabilité, c'est niveau 1, c'est l'IGN garantit la donnée. Il y a un niveau de fiabilité niveau 2, c'est des partenaires de type les pompiers, les géomètres experts qui ont renseigné cette donnée. Et puis un niveau 3 qui est tout le monde a pu la mettre et donc c'est une donnée qui est forcément potentiellement contestable mais qui peut être utile. On a vu en Ukraine que les données OpenStreetMap ont été très utiles à la fois à ceux qui ont été en soutien de l'Ukraine et à l'Ukraine elle-même. Donc la donnée non fiable peut être utile aussi parce qu'elle a le mérite d'exister, mais encore faut-il savoir le degré de fiabilité qu'on peut avoir sur l'information. Oui, merci. Merci beaucoup de ces éléments de précision. Et effectivement, je pense aussi ce qui est intéressant, c'est de revoir la force de la cartographie. Et ça, on s'en est rendu compte sur ces dernières années. Et je reprends l'exemple de l'inclusion numérique, d'avoir de la remontée d'informations, de pouvoir la visualiser, de pouvoir décider ensemble avant d'agir. Ça aussi, c'est une grande caractéristique française. On a des grandes théories. On ne vérifie pas toujours l'état réel des lieux avant d'agir dans un certain nombre de cas. Là, on est vraiment dans une phase où on reprend cette idée d'état des lieux partagés pour pouvoir avancer ensuite. Et c'est vrai que la visualisation et la cartographie en premier lieu sont des éléments très, très simples et très évidents pour pouvoir avancer. Quand on peut mettre sur une carte où sont les lieux d'accueil du public et où sont les publics potentiellement en difficulté, tout d'un coup, ça éclaire beaucoup mieux la décision collective. Et je pense que c'est ça aussi qui est en question là, c'est comment on décide ensemble sur des bases objectivées. Et ces bases objectivées, elles naissent de la donnée. Et c'est effectivement ce lien, on le disait dans le couloir avant d'arriver, c'est peut-être ça qui fait le lien entre les différentes parties prenantes quand on a toute une série de sujets à traiter, l'artificialisation des sols, la qualité de l'air, plein d'autres questions qui se posent au quotidien, qui sont des défis communs. Peut-être pour poursuivre, je me tourne vers vous, Catherine. Donc vous êtes Catherine Gall et directrice exécutive de la chaire ETI, Entrepreneuriat, Territoire, Innovation. Et vous allez nous dire en quelques mots quel est l'objectif de cette chaire et peut-être insister, parce que c'est le parti pris que vous avez eu, de dire finalement comment on va aider à rapprocher le citoyen de la qualité de vie et aider aussi les pouvoirs publics à pouvoir prendre en compte les différents aspects de ce quotidien. Merci Céline. Bonjour à tous et je suis ravie également d'être venue. Et cette table ronde est très très bien préparée parce que je crois que je vais pouvoir me nourrir de ce qui a été dit précédemment. La chaire Entrepreneuriat, Territoire et Innovation, elle est hébergée à l'IAE de Paris, à la Sorbonne. Mais elle a été créée en 2018 par 3 professeurs. Le professeur Chabot, qui est spécialiste en sciences de gestion et qui s'intéresse notamment de très près à la création de valeur dans la ville.
Vous allez voir que ces 3 professeurs viennent de 3 disciplines différentes, mais avaient un objet de recherche commun qui était le territoire et la ville. Le deuxième professeur cofondateur, c'est Carlos Moreno, qui lui vient des sciences de l'informatique et qui a beaucoup travaillé sur la partie numérique justement et technologique autour des villes, avec pas mal d'idées sur des scénarios de prévision. Il a été longtemps dans la prévision de scénarios urbains. Et le troisième cofondateur, Florent Pralon, lui spécialiste en innovation et en développement durable. Ces 3 professeurs se connaissaient. Et en 2018, on choisit en fait de relier des efforts de recherche qu'ils menaient de manière très cloisonnée dans leur secteur, chacun avec leur entité de recherche, pour dire on va créer cette chaire multidisciplinaire. Toutes les chaires ne sont pas dans cette vocation-là. C'est le cas de ETI, qui vraiment regarde la ville et les territoires à travers ces 3 angles, de manière à faire travailler des géographes, des urbanistes, des managers, des architectes, des sociologues sur le futur des villes et des territoires avec l'outil, avec la compréhension que le numérique va être un levier très important. Cette chaire, il est important de noter également que si elle opère depuis Paris, puisqu'effectivement nous sommes à Paris et l'équipe de recherche est en grande partie ici, elle est également maillée dans les territoires puisqu'elle fait partie du réseau des IAE, Institut d'administration des entreprises, et que les IAE sont des entités également régionales. Donc on a par exemple un doctorant qui est aujourd'hui à l'IAE de Pau-Bayonne, qui fait une thèse sur les territoires et le numérique. On a un autre doctorant qui a travaillé à Paris sur le commerce de proximité. Donc il y a une réelle volonté à la fois de regarder le fait urbain, mais également le fait territorial, et de faire des échanges entre les différentes villes qui sont parties de la chaire et nous à Paris. On a également un périmètre de recherche internationale parce qu'on ne peut pas regarder la ville uniquement sous le cadre de l'Hexagone. Donc c'est très intéressant ce qui se passe chez nous, mais on est aussi actif à l'étranger. Dans notre comité scientifique, je vais citer 2 personnalités très importantes pour vous montrer un peu le parti pris effectivement de cette chaire. Il y a d'un côté le professeur Mohamed Younous qui du coup travaille à nos côtés sur notre feuille de route de recherche pour amener cette idée que la ville de demain, le territoire de demain, doivent être zéro carbone, zéro exclusion et zéro pauvreté. Donc dans les travaux que nous menons sur les villes et les territoires, il est question avant tout du bien-être des individus, de l'égalité des chances et de l'accès notamment aux services, à l'information, mais aussi à l'emploi, à l'éducation, et de repenser les modèles urbains. C'est ça, in fine, le propos de la chaire. Deuxième personnalité très intéressante, Carlo Ratti ou Saskia Sassen, qui sont des experts mondiaux sur le sujet, par exemple, du numérique ou le sujet de la sociologie des villes. Le fait de la métropolisation, c'est vraiment quelque chose qui nous intéresse énormément. Aujourd'hui, vous connaissez tous les chiffres, le nombre de millions d'habitants qui habitent et qui vont habiter de plus en plus dans les grandes villes, et le fait qu'on continue de développer des villes. Chaque semaine, une nouvelle ville est créée, et elle se fonde en fait sur les référentiels et les modèles en fait de l'ancien monde. Des villes souvent qui sont organisées autour des axes de déplacement. La mobilité est donc un sujet qui nous intéresse énormément, et on s'intéresse vraiment à regarder ce que pourrait être une ville qui ne part pas de la voiture, mais qui part des citoyens, qui part des activités. Et pour ça, on s'est appuyé sur une ontologie de recherche qui considère que toutes nos activités sont répertoriées en fait aujourd'hui à travers 6 grandes familles d'activités. Vous, moi, nos amis, tout ce qu'on fait dans une semaine ou dans une journée, c'est autour d'habiter. On habite quelque part. Il y a un certain nombre de services, d'activités qu'on a besoin de faire autour de chez soi, notamment le tri de ses déchets, mais des informations à certains services publics, d'autres activités qui peuvent être très différentes en fonction de son persona, donc de l'activité qu'on a et de son âge, etc. Il y a une deuxième grande famille qui est les services et les activités autour de travailler. Donc évidemment, il y a les lieux de travail. Il y a également des nouveaux lieux comme les lieux de coworking ou les espaces dans lesquels on va avoir du multi-activité, parce qu'on voit bien qu'il y a un besoin essentiel de rapprocher le domicile et le travail. On l'a vécu avec la pandémie. Le monde ne s'est pas arrêté de fonctionner alors que les gens ne pouvaient pas aller sur leur lieu de travail. En France, ça a été quand même un grand enseignement parce que la relation entre les Français et le télétravail, et là je parle surtout des cultures organisationnelles des entreprises, c'est pas nous en tant que Français, mais avant il fallait justifier de poser des jours de télétravail et maintenant il faut justifier de vouloir revenir à son travail. Donc on est quand même dans une culture qui aime les injonctions paradoxales. Donc deuxième famille d'activités, le travail. Troisième famille d'activités et de services qui concerne à la fois des services publics et des services privés, c'est tout ce qui tourne autour de l'éducation. Ce sont évidemment les lieux d'enseignement pour les enseignants, ce sont les écoles pour nos enfants, mais ce sont aussi tous les services à la formation, les lieux de formation, etc.
Ensuite, on regarde 3 autres familles d'activités, celles qui concernent le commerce. Donc pour vivre aujourd'hui et pour travailler, il faut pouvoir s'acheter des choses, donc il faut pouvoir aller dans ces commerces de proximité. Et là, il y a tout un pan de recherche sur le commerce de proximité, le e-commerce aussi, parce qu'une idée pourrait être de se faire livrer, mais on voit bien que ça ouvre d'autres voies vers d'autres problèmes ou d'autres mots MAUX qu'il va falloir intégrer. Et puis, 2 dernières familles d'activités, la culture, donc le divertissement, la culture, les cinémas, les musées, et les parcs aussi, par exemple. Et la dernière famille, c'est la santé, donc c'est le être bien, être en forme, les maisons de santé, les hôpitaux, les docteurs. Donc, si vous faites rapidement, pensez à la journée que vous allez passer aujourd'hui ou celle que vous avez passée hier, vous allez voir que d'une manière ou d'une autre, vous touchez l'un ou l'autre de ces domaines et que du coup, vous êtes amené à vous déplacer ou à réaliser une activité dans une de ces familles. C'est le cœur en fait de notre feuille de route de recherche et c'est ça qui a donné lieu à ce dont vous avez probablement beaucoup entendu parler en région Île-de-France il y a quelques années, qui était l'idée, le concept de la ville des 15 minutes, la ville du quart d'heure ou le territoire de la demi-heure. Il ne faut pas rester bloqué entre guillemets sur la temporalité, parce que ce qu'il y a derrière, c'est la notion de proximité. Ça a été évoqué précédemment. Ce qui compte aujourd'hui, et ça on le sait, c'est que la proximité, c'est un concept très vertueux. C'est un concept vertueux d'abord parce que si on peut se déplacer avec des mobilités douces et actives, ben on est déjà plus en forme, on est plus en lien avec son voisinage, les quartiers dans lesquels on passe. On redécouvre nos villes et nos quartiers, et ça, je pense que tout le monde en a bien pris connaissance après la pandémie, lorsqu'on avait des périmètres limités de déplacement. Et enfin, évidemment, on réduit l'impact carbone, puisque soit on peut utiliser les transports en commun, soit on est dans des mobilités douces. Donc on voit bien que ce seul sujet de dire si je peux faire un maximum de choses à 15 minutes ou à 30 minutes à pied ou en mobilité douce ou active, je vais être mieux avec moi-même, avec mon quartier, mais également avec la planète. On a choisi de regarder ce sujet-là et de réfléchir à conceptualiser ce qu'une ville ou un territoire qui partirait de cette notion, à quoi ça pourrait ressembler. Donc on est vraiment dans la fabrique de la ville, ce qui fait que les cartes de l'IGN et ces données dont on vient de parler, nous on s'en sert au quotidien. On a développé une plateforme qui permet de visualiser à différentes échelles où sont tout ce qu'on appelle les points d'intérêt, donc les lieux d'activité, les pharmacies, les boulangeries, les hôpitaux, les écoles de musique, les lieux de travail, les centres de conférences, pour pouvoir matérialiser en fait notre trajet finalement, ou les possibilités qu'on a. Et là, on se rend compte du coup, quand on fait ce travail de géovisualisation, qu'on n'est pas tous égaux par rapport à la proximité. Et que clairement, il y a des gens qui sont très éloignés de la première pharmacie ou du premier hôpital. On a aujourd'hui en cours un projet pilote en Occitanie où la présidente de la région Occitanie a décidé que dans sa région, elle mettrait tout en œuvre pour qu'on ne soit jamais à moins de 20 minutes d'un prestataire de santé, d'un professionnel de santé. Parce qu'on s'est bien rendu compte que c'était essentiel pour consulter, pour vacciner, voilà. En revanche, un prestataire de santé, il peut proposer une visite ou il peut proposer une téléconsultation. C'est en cela que le lien avec le numérique est un levier pour nous. C'est-à-dire que l'idée, c'est de recréer des centres, donc de déconcentrer la ville et les territoires pour recréer des bassins de vie et des centres d'activité autour des activités majeures de ces 6 familles dont j'ai parlé. Mais en revanche, évidemment que le numérique est un levier qui permet d'augmenter, on l'a évoqué, d'augmenter les heures d'ouverture. Autant une piscine, ça va être compliqué d'augmenter les heures d'ouverture sur la nuit, autant effectivement tout l'accès à des services qu'on peut faire sur son temps en fonction de ses propres contraintes, ça c'est intéressant parce que ça allonge le temps d'accès et donc au global l'accessibilité. Donc voilà les sujets de travail sur lesquels nous réfléchissons. Aujourd'hui, ces réflexions sur la proximité, elles inspirent vraiment d'autres villes. Diana, je ne sais pas si vous savez, mais aujourd'hui, il y a la ville d'Amsterdam qui vient à Paris rencontrer justement la mairie de Paris sur les sujets du numérique. Nous lançons aussi un observatoire. Nous l'avons lancé la semaine dernière, l'observatoire des proximités, avec un certain nombre de partenaires qui ont également envie d'ouvrir le capot et de regarder un peu ce qui se passe dans les villes, les territoires, que ce soit des métropoles, des mégalopoles ou des territoires plus ruraux, pour dire qu'il y a une autre manière de penser la ville, une autre manière de penser l'accès au bouquet de services. Et pour ça, si on part
la façon de vivre des gens et qu'on se dit ça sera beaucoup mieux si on arrive à être plus proche des choses importantes pour soi. Et à nouveau, mon parcours de vie il est différent d'une maman qui a des jeunes enfants, d'une personne âgée qui va avoir des difficultés à se déplacer. Donc on n'est pas dans de la généralité et dans un personnage qui serait abstrait. On travaille vraiment sur des parcours de vie liés à des personnages sociodémographiques. Et voilà, on est en train de déployer ça. Ces travaux ont été repris, et je termine là-dessus. Ces travaux viennent d'être repris en avril dans le dernier rapport du GIEC. Le dernier rapport du GIEC cite le modèle de la proximité urbaine et territoriale comme un modèle vertueux par rapport aux émissions de carbone, essentiellement en fait de la réduction des transports individuels, donc de l'arrêt de la dépendance à la voiture, même si on sait par ailleurs qu'il y a des tas de situations pour lesquelles la voiture il n'y aura pas d'alternative. Et là, la semaine dernière, au Forum urbain mondial à Katowice en Pologne, l'ONU a aussi cité les travaux de la proximité comme en fait la 5e recommandation pour repenser les grandes villes du monde. On est amené à travailler par exemple sur des bidonvilles et à recréer des quartiers de proximité au sein des bidonvilles. Donc là, on parle d'Europe du Sud notamment. Mais voilà, c'était pour signaler le fait que dans les manières de penser la ville de demain, le fait de se dire si je redistribue, je déconcentre, je crée une armature avec du polycentrisme, ça facilitera la proximité et on se servira du numérique pour maintenir la continuité de la proximité. Merci beaucoup de cet exposé qui permet effectivement de rendre très concret la manière dont on peut finalement, grâce à ces informations, à la visualisation de ces informations, la rendre lisible, compréhensible, faire des choix. Parce que finalement, après, la politique publique, c'est de faire des choix. On imagine bien qu'on ne peut pas développer les 6 axes en une seule fois d'un coup. C'est comme la transformation interne, Mélène parlait tout à l'heure. Il faut avancer, avoir des étapes, avoir un projet. Et c'est là le cœur même de la décision publique, du projet de territoire que vous portez les uns et les autres, mais en s'appuyant effectivement sur des leviers qui peuvent être une autre manière de regarder les choses également. Je ne sais pas si dans cette... je propose qu'on puisse d'ailleurs aussi ouvrir les réactions à la salle pour ceux qui le souhaitent. N'hésitez pas à poser vos questions ou à réagir. Comment... je pense que là, on est à un moment un petit peu de maturité, probablement, où finalement, on arrive à un niveau où peut-être les technologies sont suffisamment souples pour qu'on n'ait plus besoin d'être tout le temps à regarder si ça marche. Premier point. Deuxième point, la donnée publique. Et merci effectivement à l'IGN de faire aussi ce travail énorme. C'est une avancée quand même énorme par rapport à la situation à laquelle on était il y a 10 ans. Et cet état d'esprit que vous portez, Sébastien Soriano aussi, se transmet, le vouloir travailler ensemble, de pouvoir faire des communs avec des objectifs collectifs. Je pense que c'est quelque chose d'extrêmement fort sur le potentiel que ça peut donner. Dans cette appropriation, au quotidien dans les villes, c'est aussi ces états des lieux, ces cartographies qui reprennent peut-être leur juste valeur. Les services SIG qu'on avait un peu oubliés lors de la révolution numérique reviennent en force. Et s'il y en a certains dans la salle, n'hésitez pas à nous dire comment vous vivez ça. Mais aussi, c'est une transformation des services, et on revient peut-être un petit peu là-dessus. Rapidement, peut-être j'ai envie de me retourner vers vous. À Issy-les-Moulineaux, il y a eu aussi cette préoccupation que chaque service soit capable de comprendre ce que c'est qu'une donnée, comment il pouvait la générer aussi et la rendre partageable aux autres. Il y a eu cette préoccupation-là. Alors je dis vous, mais à la ville de Paris, c'est pareil, à Créteil, j'imagine, c'est pareil aussi. Mais peut-être expliquer un peu cet effort aussi, mais à quoi ça sert, quoi, finalement ? Déjà, je rebondis sur le point sur la proximité. Le confinement a quand même changé un peu notre regard par rapport à notre propre vie, je pense. On a été confinés chez nous et ça a permis de faire une reconcentration sur nous, sur soi-même. Aujourd'hui, je pense que les personnes n'ont plus les mêmes priorités. Le travail n'a plus la même importance qu'avant. On donne plus d'importance à soi-même et à ce qu'il y a autour de nous. Et du coup, vient aussi ce point de proximité. Qu'est-ce qu'il y a autour de nous ? Qu'est-ce que je dois valoriser au niveau de mes voisins, de mes enfants, de ma famille, etc. Ensuite, pour rebondir sur les données, aujourd'hui, nous recueillons en fait différentes données de la part de nos différents services. Sur notre portail data.ici.com, nous avons aujourd'hui 125 jeux de données. Donc on a récupéré ces différentes données auprès des différents services.
Vous m'avez demandé des exemples concrets. Donc j'ai regardé hier sur notre plateforme quels sont les jeux de données les plus populaires. Et ce qui est marrant, c'est que quand je les regarde, je vois bien la proximité qui en sort. Ça, c'est vraiment les données que les citoyens regardent sur notre plateforme. Donc le premier jeu de données, c'est l'agenda géolocalisé d'ici. Donc qu'est-ce qu'il y a comme événement autour de moi. Le deuxième, c'est la collecte des encombrants. On l'oublie toujours et on a besoin de cette info. Le troisième, la réalisation des conseils de quartier avec les initiatives qui sont faites au niveau de notre ville. Le quatrième jeu de données, les commerces d'ici. Donc qu'est-ce qu'il y a comme commerce. Le cinquième, le patrimoine d'ici. Qu'est-ce qu'il y a comme patrimoine que je peux visiter. Et le sixième, là que j'avais gardé aussi, c'est les parcs, les jardins et les squares qui sont autour. Et ça montre en fait que, premièrement, la population peut s'incorporer, prendre en fait possession des données de la ville pour les utiliser. Nous, notre but, c'est d'aller un peu plus loin, d'essayer de déchiffrer les besoins des citoyens par rapport à ces données pour mettre le plus de données de valeur. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on a beaucoup de jeux de données, mais ils ne sont pas tous forcément valorisés ou forcément utiles pour le citoyen. Et du coup, y a aussi des petites initiatives pour le budget climat, la sensibilisation en fait, sur le climat, l'équivalent CO2 dans la ville. Et ça, c'est encore un autre chapitre passionnant. Et là, c'est la partie, effectivement, rendre visible l'action de la ville avec des chiffres qui sont ce qu'on appelle la data visualisation. On arrive à bien voir avec une visualisation claire les différents volumes, ce que ça représente quand vous investissez sur tel ou tel point. C'est ça, oui, hein, exactement. C'est aussi un outil de communication, finalement. Là. Sur notre plateforme de budget climat, nous avons quand même voulu mettre un chiffre pour la réduction d'équivalent CO2. Mais on sait très bien que c'est un chiffre qui ne parle pas forcément à tout le monde. Donc on a voulu quand même prioriser les actions qui ont été menées pendant cette année-là pour réduire la consommation. Est-ce qu'on a des questions dans la salle? N'hésitez pas à lever la main. Des réactions, des témoignages que vous voulez apporter en complément? Pas encore? Bon. Je vais peut-être vous laisser réagir également, donc on continue sur le tour de table. Du côté, effectivement, de la ville de Paris, on connaît vos investissements sur cette question de la proximité et le travail qui est fait. Peut-être aussi comment on fait mieux participer les citoyens, parce que finalement, là, on est en train de se dire les enjeux du quotidien, on travaille bien, les services publics, le numérique public, c'est bien au service des gens. Comment on s'assure qu'on est toujours bien en phase avec les populations? C'est peut-être aussi un point qu'il faut garder en point d'attention. Très rapidement, sur les 3 points. Donc déjà, sur la proximité, nous travaillons depuis un petit moment avec la chaire ETI et plus précisément avec Carlos Moreno, qui est son fondateur et aussi l'un des chercheurs, des professeurs les plus en avance, les plus connus dans le monde sur la question de la proximité, puisque c'est lui qui a forgé et popularisé en fait le concept de ville du quart d'heure, qui est un des projets, des principaux axes, on va dire, du projet de cette mandature. Donc l'idée de la ville du quart d'heure, en quelques mots, c'est vraiment que les citoyens aient accès à un bouquet de services publics et d'usages dans une proximité immédiate de chez eux, sans les enfermer. Ça, c'est très important. L'idée n'est pas de les laisser se mouvoir dans le fameux 1 km² de l'attestation Covid, mais vraiment de leur donner plus de capacités et plus de moyens d'action. Oui, non. Je précise maintenant parce que ça peut pas, c'est viscéral maintenant. La ville du quart d'heure, c'est
voulez mettre un C'est mur pas à le un kilomètre, quart d'heure de on est chez nous. d'accord, ça marche. Bien ça nous sûr. va. Mais c'est absolument fondamental parce qu'en fait, il y a des arrondissements. On a remarqué que les arrondissements les plus denses et les plus en fait peuplés en personnes qui habitent effectivement sont souvent en fait sinon les moins dépourvus, mais ceux qui ont le plus besoin de plus de services publics et services privés également. Donc ça, c'est un travail important qui est conduit avec Carlos et la GLTI, que l'on veut vraiment renforcer dans les années à venir par une nouvelle cartographie des services numériques, etc. Et aussi une meilleure communication avec les citoyens. Ensuite, sur le deuxième volet que Sébastien a vraiment très, très bien souligné, c'est celui de l'importance de la donnée. Sur ce point aussi, la ville de Paris a très rapidement adopté une stratégie volontariste, puisque nous avons une politique d'open data et de libération des jeux de données depuis 2014, qui a donné lieu à plusieurs, déjà une plateforme en fait de données où n'importe qui peut télécharger un nombre absolument incroyable de données de la ville, de souveraineté aussi de la ville, puisque nous avons un serveur que nous avons créé qui héberge les données de la ville et de certains de ses partenaires. Et l'idée, évidemment, c'est d'étendre cette souveraineté peut-être à d'autres données et aussi équiper éventuellement la ville d'un deuxième serveur, alors dans un avenir plus ou moins proche, parce qu'il y a d'autres priorités aujourd'hui, mais c'est une question qui reste ouverte. La question, en fait, qui se pose toujours avec les données, c'est déjà comment mettre la main, mais je ne vais pas redire ce que Sébastien a dit, sur les données qui sont en fait produites, qui sont liées au public, qui sont produites par le territoire, mais qui sont aujourd'hui propriété de plateformes privées et souvent de plateformes qui ne sont pas françaises. Donc ces données qu'on appelle les données d'intérêt général, qui permettent d'accomplir un certain nombre de services publics et sur lesquels, malheureusement, la ville n'a pas prise. Alors, sur ce terrain-là, c'est vraiment, il faut s'engager dans une logique de collaboration, évidemment, de discussion avec ces plateformes-là, mais également avec, évidemment, certaines, parfois, un rapport de force qui est absolument nécessaire, puisqu'ils n'ont pas l'obligation, en réalité, de nous fournir quoi que ce soit. Et la deuxième question qu'il y a à ces données, c'est pourquoi faire ? Je veux dire, on peut avoir des données, mais si on ne sait pas, on n'a pas d'enjeu et d'objectif de politique publique qui est visible, perceptible, souhaité, plébiscité par le citoyen-là, ces données, ça restera comme une espèce de grande masse un peu indistincte dans laquelle en fait, on se perd. C'est pour ça que la stratégie d'Open Data, qui était vraiment une libération de données nécessaire dans une première phase qui allait en gros entre de 2014 à aujourd'hui, a succédé à une logique de on va mettre des données déjà pas forcément en accès libre, mais en accès libre limité à certains acteurs, mais surtout, c'est l'objectif de politique publique qui va déterminer ça. Donc, par exemple, on a besoin de données, je ne sais pas moi, sur un ensemble de locaux qui pourraient être utilisés par les services publics ou les associations autour on va dire dans un périmètre d'un quart d'heure. Donc là, je mets tout ensemble. Eh bien, on va identifier les bonnes données, on va les mettre en accès, on va les libérer, mais cette libération, elle ne va pas forcément être indistincte. Elle va en fait concerner certains acteurs qui ont une utilité et un usage de cette donnée-là. Donc vraiment, il faut comprendre la libération de la donnée non pas comme une façon d'ensevelir le monde sous un jeu de données un peu plus chaotique. des axes stratégiques qui permettent d'aider la décision. Oui, on a absolument. bien compris. Et je ne sais plus quelle était la troisième Le question. dernier point, c'était, et peut-être une question qui sur la n'est pas que démocratie. pour vous, c'est de oui. voir comment on intègre finalement le citoyen aussi, puisqu'on est là pour travailler pour lui, comment on s'assure qu'effectivement on est bien à l'écoute de ses besoins, de ses attentes. Oui, bien sûr. Oui. Alors là, très rapidement, parce qu'il y aurait énormément à dire, donc je ne vais pas rentrer là-dedans, mais la démocratie participative et l'implication du citoyen, c'est pour le coup, j'allais dire vieux comme Anne Hidalgo, c'est vraiment un objectif absolument fondamental de la première mandature, qui est qu'elle a porté à bout de bras en étant une des premières villes en fait à expérimenter le budget participatif à hauteur de 5% de l'investissement à l'époque. Nous avons une plateforme qui a connu énormément d'entrées, de participation, qui a eu une popularité immense et qui a en fait juste montré qu'on pouvait faire en sorte que l'espace public soit aussi déterminé en partie par le citoyen.
Donc cette stratégie de démocratie participative, elle va aujourd'hui connaître elle aussi un deuxième acte. Elle va être augmentée. Elle va concerner des projets de la mandature, notamment des grands projets d'aménagement où il y a besoin de structurer en amont en fait cette participation. On ne peut plus vraiment juste recueillir l'avis sur une plateforme, mais il faut organiser des groupes de travail, informer le public, etc. Et aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui va donner lieu, alors, avec des assemblées citoyennes et à partir de septembre avec une nouvelle plateforme, à un renforcement de cette stratégie-là. Donc on est vraiment dans une idée de co-construction en amont et d'implication en différents stades aussi des politiques, absolument, parce qu'en fait, des politiques publiques. Ouais. L'idée, c'est vraiment de ne pas limiter la participation des citoyens à des petites broutilles. C'est-à-dire, en gros, pour vous donner un exemple, c'est je vais réel. Et c'est pas des broutilles au sens, c'est pas du tout un jugement de valeur, mais sur l'échelle, on va dire, de la masse d'investissement. Faire par exemple une salle de sport en plein air en bas de chez soi, ce n'est pas la même chose que de dire, eh bien en fait là il y a un réaménagement de Bercy-Charenton et là il faut absolument que les citoyens participent. Donc c'est pas du tout la même structuration. Il faut beaucoup plus d'ordre en fait pour mettre en jeu cette participation et cet avis qui va être donné par les citoyens. Voilà. Merci beaucoup. Je m'arrête là. Sébastien, vous vouliez réagir et puis je passerai la parole juste après. Oui, je voulais juste réagir et je ne veux pas que ce soit vu comme négatif parce que je respecte infiniment Diana Filipova et le travail que fait la mairie de Paris. Je voudrais juste rebondir sur un point qui est la question de, quand vous dites, Diana, enfin quand tu dis, parce qu'on se connaît, les données sont ouvertes mais à certaines conditions. Nous, on est confrontés souvent à ça et c'est un problème pour nous, je tiens à le dire. Je respecte encore une fois la décision, mais je voudrais la mettre en perspective. Moi, je me retrouve par exemple avec la métropole de Rennes, je crois, qui fait une cartographie extrêmement précise de sa voirie, mais qui a décidé de faire une licence qu'on appelle contaminante, c'est-à-dire qu'en gros, si vous vous en servez, vous ne pouvez pas vous-même ouvrir cette donnée. Okay, et donc, moi, IGN, je ne peux pas me servir de la donnée de la métropole de Rennes parce qu'il y a une licence qui a été mise dessus. Et donc, le résultat, c'est que moi, IGN, je refais la voirie, la cartographie de la voirie de Rennes, que ensuite je mets en open data, sans restriction, donc que Google peut utiliser. Donc moi, je pense que sur ce sujet de rapport au Google, c'est une conviction personnelle et je respecte vraiment ce que font les communes et je comprends très bien qu'elles veuillent contrôler un peu l'usage de données. Moi, ma conviction personnelle, c'est que premièrement, il faut distinguer le type de données. Il y a vraiment des données socles sur lesquelles, en gros, si les communes ne les mettent pas en open data, nous, on va le faire. Donc, je pense qu'il faut là se dire, OK, voilà. Ensuite, il y a des données thématiques, des données d'usage, sur lesquelles, effectivement, il y a des communautés aujourd'hui qui existent, notamment OpenStreetMap. OpenStreetMap aussi a des licences dites contaminantes. Ils n'aiment pas ce terme de contaminant, donc je vais dire avec obligation de repartage. C'est comme ça qu'ils aiment bien qu'on dise. Donc, on pourrait s'imaginer que de distinguer entre des données socles et des données d'usage. Et puis, je voudrais aussi dire une chose vis-à-vis de Google. C'est que le combat aujourd'hui, c'est pas d'essayer de ralentir Google. Enfin, vous avez vu la machine. Là, Google, ce qu'ils sont en train de faire, c'est maintenant de préparer, après la vue immersive dans la rue, ils vont rentrer dans les bâtiments. OK ? Donc, vous allez passer de la vue aérienne, la vue immersive, vous allez rentrer dans le bâtiment. Donc, le combat, c'est pas embêter Google. Le combat, c'est comment est-ce qu'on crée des alternatives souveraines. Et ces alternatives, on ne la créera pas en déversant des milliards d'euros sur Orange, Dassault Systèmes, en faisant des nouveaux Airbus du métaverse. On le fera avec des communs. C'est-à-dire, là encore, en mettant notre énergie ensemble pour avoir des solutions ensemble, pour avoir de l'impact ensemble. Voilà ce que je voulais simplement dire. Et encore une fois, c'est full respect par rapport à la politique de la mairie. Mais merci d'insister là-dessus et peut-être aussi sur une autre notion qui est de dire on est sur ces données d'intérêt général pour des objectifs d'intérêt général et du coup, on ne va peut-être pas faire exactement les mêmes choix et les mêmes priorités qu'un acteur privé qui veut ensuite vendre du métavers et autre chose par ailleurs. Frédéric, je vous laisse. Pardon, juste pour répondre à ce que dit Sébastien. Alors, parce qu'on est en retard. La réalité, c'est que, en fait, aujourd'hui, nos données sont ouvertes. Hein. Elles ne sont pas, comme tu dis, elles sont contaminantes pour la plupart. Donc, en fait, c'est
c'est plutôt une projection, c'est-à-dire au cas par cas. C'est pas du tout quelque chose qui est une nouvelle doctrine de la ville de Paris de fermer les données qu'on ouvre. D'ailleurs, ça ne correspond à aucune réalité. L'open data, c'est un open data intégral que nous avons pratiqué. Et sur les licences, nous sommes évidemment sur l'autorisation de repartage de nos données. C'est plutôt une perspective au cas par cas, plutôt une exception à la règle, sur un certain nombre de données sensibles aussi, puisqu'il y a énormément de données en fait qui concernent aussi la vie en fait des citoyens ou des services publics stratégiques, des infrastructures sur lesquelles nous ne pouvons pas. Donc c'est plutôt un régime d'exception sur certains endroits sensibles. C'est une perspective, c'est un régime d'exception. Mais l'open data de la ville de Paris, il a été conçu selon une vraie logique d'ouverture absolue et inconditionnelle. Voilà. C'est clair. Merci beaucoup. Frédéric Eichmann, je vous repasse la parole. Ils vont vous l'ouvrir le micro. Merci. Je remercie Sébastien d'être intervenu parce que j'allais effectivement intervenir sur ce domaine de l'open data. Aujourd'hui, on est vraiment à un tournant, c'est-à-dire qu'on avait mis en place l'open data finalement sans se dire quel est l'usage, quelle valeur on va apporter finalement et quelle stratégie on va donner. Parce qu'on a été un petit peu là-dedans, je dirais, à marche forcée, en disant, en termes au niveau des collectivités, en disant OK, il faut ouvrir les données, on fait de l'open data, mais finalement, pourquoi faire ? Voilà. Et donc là, on atteint maintenant, pour moi, un niveau de maturité au niveau des collectivités, notamment parce qu'on a eu un contexte sanitaire qui, effectivement, a modifié aussi un certain nombre de comportements. Je pense effectivement, et je rejoins Catherine, sur cette notion de proximité et d'intérêt en disant vis-à-vis du travail, finalement, qu'est-ce qui est important pour moi ? Et finalement, nécessite une évolution des plans de mobilité aussi, parce qu'on parle de ça. Et la question au niveau des métropoles et des petits villages aussi ruraux, parce que là on est sur l'Île-de-France, mais également en Île-de-France, le territoire est vaste. On peut avoir une hétérogénéité des territoires. On a aussi sur nous le GPSEA des zones très denses urbaines, là comme Créteil, et finalement aussi de la forêt, ferme, etc. Donc on a une hétérogénéité des territoires qui repose aussi l'implantation finalement des infrastructures qu'on peut mettre en place, des commerces de proximité versus des centres commerciaux. Voilà, et ça remet en cause finalement tout un historique et toute une construction, une urbanisation qui a eu lieu et qui nous oblige aussi à repenser tous ces plans de déplacement et qui ne se font pas. C'est assez facile pour une ville nouvelle. Pour des villes qui ont déjà 30 ou 40 ans d'existence, ça peut être extrêmement compliqué à réaliser. Et pour Sébastien, je pense qu'effectivement, côté territoire, GPSEA, mais aussi la ville de Créteil, on est assez intéressé pour travailler à la fois avec vous, avec Catherine, là-dessus, sur ces notions-là. Et je vous rejoins sur la notion de socle. Et je comprends ce que dit Diana sur... ça peut poser la question sur des infrastructures. On parle de cybercriminalité, cybersécurité, etc. On peut subir des attaques, voilà, parce qu'on mettrait à disposition ces données-là. OK, mais qu'est-ce qu'on fait ? Comment on fait pour répondre à ces enjeux, effectivement, de libéralisation de la donnée et de mettre en place des modèles de données qui traitent l'ensemble des usages et quels usages on développe, pourquoi faire et quelle valeur on apporte finalement à la fois aux collectivités, mais aux citoyens, parce que c'est aussi ça, la finalité. Et ça, aujourd'hui, je pense qu'on tâtonne encore beaucoup sur ce qu'on peut apporter comme valeur autour de ça. Merci beaucoup de ces éléments. Peut-être un mot de la fin très rapide, Sébastien et Catherine, pour conclure cette table ronde. Non, je voudrais juste dire que c'est super que les interconnectés, ça existe, et j'ai été ravi. Merci. Je vous promets, je lui ai rien promis, j'ai fait aucune négociation préalable, vraiment merci beaucoup. Non, mais j'ai rien de nouveau à ajouter. Je crois que le sujet a été très bien bouclé. Nous, toutes nos recherches sont publiques. Vous allez sur le site de la chaire ETI. Il y a des livres blancs sur la proximité. Il y a les études de cas qu'on a avec la mairie de Paris. On va publier 2 nouveaux livres blancs sur qu'est-ce que c'est que déployer une ville ou des territoires autour d'une notion de maillage polycentrique. Voilà. Merci. Il faut les lire.
Écoutez, merci beaucoup. On arrive au bout de cette table ronde. Je tiens à vous remercier tous de votre transparence, de vos retours d'expérience. Remercier aussi Sébastien Soriano d'être présent avec nous et de faire ce travail de partage, aussi de ce travail de fond que vous menez aujourd'hui, cette grande réforme de l'hygiène qui est éminemment importante. Ces données d'intérêt général, je pense qu'on l'a montré aujourd'hui, sont des leviers importants des politiques publiques et on va s'en servir de mieux en mieux. Je crois c'était très clair. Et puis, merci aussi à la chaire. Et puis, n'oubliez pas de mobiliser peut-être effectivement les universitaires du territoire, de mobiliser ces grandes institutions qui existent et qui sont parfois oubliées quand on lance des politiques publiques, alors que les données, il y en a beaucoup qui existent, sont de grande valeur et qui peuvent vous aider. Merci à tous. Je pense qu'on peut applaudir nos intervenants.